Il y a des moments dans la vie où l'on croit avoir tout, où la richesse semble pouvoir combler tous les vides, mais la réalité, parfois cruelle, s'impose avec une force implacable, révélant que l'or ne nourrit pas l'âme et que l'argent, malgré sa brillance, ne peut remplacer les gestes simples, ceux du cœur. Alexis Dumas, homme d'affaires reconnu, millionnaire incontestable et père d'une fillette adorable prénommée Léa, en savait quelque chose, même s'il refusait de se l'avouer jusqu'à ce jour fatidique où tout bascula. Le luxe entourait Alexis comme un halo protecteur, une armure étincelante contre les épreuves de la vie. Son appartement, perché au dernier étage d'une tour moderne en plein centre-ville, offrait une vue panoramique sur les toits argentés de Paris, où la Seine scintillait comme un ruban d'argent sous la lumière du soleil couchant. Chaque objet à l'intérieur témoignait de son succès, œuvres d'art contemporaines aux murs, meubles design choisis avec un goût précis, tapis moelleux sous ses pas fatigués. Pourtant, malgré ce décor digne d'un tableau soigneusement orchestré, une froideur régnait, palpable, presque inquiétante, comme si ce cadre impeccable ne pouvait contenir le tumulte silencieux qui agissait en lui. Alexis était un homme tiraillé, une bête de travail que rien ne semblait pouvoir arrêter. Ses journées s'enchaînaient à un rythme effréné, entre réunions stratégiques, appels téléphoniques incessants, négociations parfois âpres avec des partenaires internationaux. Les années d'efforts acharnés avaient bâti un empire dont il était fier, mais qu'il avait peu à peu éloigné de ce qui comptait vraiment, sa fille. Léa, petite fille de 6 ans à la chevelure dorée et aux yeux d'un bleu profond, était tout pour lui, mais il ne le montrait que dans ses silences, dans ces rares instants où, le soir venu, il la retrouvait pour la bordeur, les yeux embués de fatigue et de regret. Ce soir-là, pourtant, rien ne se déroula comme prévu. Ce mardi, pourtant banal, devait être un jour comme les autres, une routine bien huilée entre les allées et venues des nourrices, la garderie et les rendez-vous professionnels. Mais la vie, dans sa manière la plus cruelle, décida de tester Alexis jusqu'au bout. Pris dans une réunion capitale qui dura bien plus longtemps que prévu, il perdit la notion du temps, absorbé par des chiffres, des graphiques et des discussions où chaque mot pesait lourd. Léa, de son côté, avait attendu patiemment, puis avec une impatience grandissante, le déjeuner qu'on lui avait promis, un repas chaud et réconfortant, si important pour une enfant en pleine croissance. Pourtant, le temps passait, et la table restait vide. Dans sa petite chambre lumineuse, elle se sentait soudainement seule, délaissée, oubliée dans un monde d'adultes pressés et indifférents. Sa gorge se noua, son estomac criait famine, et un sentiment d'abandon monta doucement en elle, mêlé à une détermination silencieuse. C'est ainsi qu'avec l'innocence et la bravoure que seuls les enfants savent déployer, Léa prit une décision qui allait bouleverser l'existence de son père. Elle quitta discrètement la garderie, franchit la porte principale sans un regard en arrière, et marcha dans les rues grouillantes de la ville, à la recherche de ce visage aimé, ce papa qui, malgré tout, était son monde entier. Le vent frais caressait ses joues rougies, et les bruits familiers de la ville lui semblaient étrangement lointains, presque inquiétants. Ses petites jambes fatiguées avançaient sans relâche, guidées par l'espoir tenace de retrouver celui qui lui avait tant manqué. C'est alors qu'elle arriva devant un petit café de quartier, modeste, aux couleurs chaudes et accueillantes, un lieu où la vie semblait s'écouler à un rythme plus doux, loin de la frénésie des affaires et des salles de réunion. À l'intérieur, Clara, serveuse au grand cœur, préparait les dernières commandes avant la pause de midi. Femme dans la trentaine, aux traits doux et aux mains solides, elle avait appris, au fil des années, à voir au-delà des apparences, à détecter la douleur cachée dans un regard, même chez les plus petits. Lorsque Léa poussa timidement la porte, le regard hagard et les vêtements légèrement froissés, Clara sentit immédiatement que cet enfant n'était pas comme les autres clients qui venaient chercher un café ou un sandwich. Il y avait dans ses yeux une détresse que rien ne semblait pouvoir apaiser. Sans un mot, Clara s'approcha et, d'un geste simple mais chargé d'une tendresse infinie, lui offrit un plat chaud, une assiette débordante de saveurs, comme une promesse silencieuse que, pour un instant au moins, cette petite fille pourrait trouver un refuge et un peu de réconfort. Léa, affamée et épuisée, accepta ce cadeau sans hésiter, les larmes au bord des yeux, tandis que dans son esprit, un tourbillon de questions et de peurs se mêlait à la douceur du repas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Alexis venait de réaliser l'ampleur de son erreur. L'absence de Léa dans la garderie, l'inquiétude croissante des nourrices, la peur viscérale qui s'installa au creux de son ventre. Il se précipita hors de son bureau, oubliant tout, courant à travers les rues, son cœur battant à tout rompre, les larmes menaçant de perler au bord des paupières. Cette course folle, ce cri silencieux de père terrifié, n'était que le début d'un voyage bien plus profond, un réveil douloureux face à la vérité qu'il avait longtemps ignorée. Ce soir-là, la nuit s'annonçait lourde de révélations, et personne ne pouvait encore imaginer que la rencontre fortuite entre une serveuse au grand cœur, une petite fille affamée,
et un père millionnaire bouleverserait à jamais leur existence, les entraînant dans un tourbillon d'émotions, de remords et d'espoir. Alors que Léa mangeait lentement, savourant chaque bouchée comme si sa vie en dépendait, Alexis arrivait enfin devant ce café, haletant, l'âme déchirée, prêt à affronter ce qu'il avait fui pendant tant d'années. Et c'est là, dans ce petit café aux lumières tamisées, que tout allait basculer. Dès que Léa franchit le seuil du petit café, une atmosphère différente l'enveloppa, une chaleur humaine qui contrastait fortement avec la froideur impersonnelle de sa maison cossue et du monde impitoyable dans lequel son père évoluait chaque jour. Clara, qui essuyait machinalement une tasse usée par le temps, remarqua immédiatement cette silhouette fragile, cet enfant qui semblait surgir d'un autre univers, étrangère à ce brouhaha ordinaire où les habitués venaient chercher un café noir ou discuter des dernières nouvelles du quartier. Il y avait dans le regard de Léa quelque chose de désemparé, un mélange étrange de fatigue, de peur et d'espoir, un espoir que Clara, en femme attentive et sensible, perçut avec une acuité douloureuse. Sans poser de questions, sans faire preuve de jugement, elle fit signe à Léa de s'approcher, lui indiqua un coin tranquille du café où elle pourrait s'asseoir sans être dérangée, et lui apporta une assiette fumante garnie d'un plat simple mais nourrissant, un ragoût de légumes mijotés avec amour, une tranche de pain croustillant et un verre d'eau fraîche. La petite, les yeux grands ouverts, s'assit avec précaution, la main tremblante, comme si ce cadeau soudain inattendu allait combler un vide que personne ne semblait avoir vu ni entendu jusque-là. Au fil des bouchées, Léa reprenait peu à peu des forces, la chaleur du repas agissant comme un baume sur ses douleurs invisibles, et tandis que Clara restait là, silencieuse, elle observait cet enfant avec une attention maternelle, se demandant comment une fillette si jeune pouvait porter un tel poids dans ses yeux. Lentement, la curiosité et la compassion gagnèrent Clara, et elle décida de briser la glace avec douceur, entamant une conversation qui, sans doute, allait changer bien des choses. Tu sais, petite, ce n'est pas un endroit habituel pour une enfant comme toi, murmura Clara en posant doucement sa main sur celle de Léa, qui tressaillit mais ne recula pas. Est-ce que tu es seule? Tu n'es pas avec ta maman? Léa baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord de sa robe, puis répondit d'une voix à peine audible, ma maman, elle est partie, et mon papa, il est très occupé, il travaille beaucoup. Le poids de ces mots, si simples et pourtant si lourds de souffrance, emplit l'air du café d'un silence profond. Clara sentit une boule se former dans sa gorge, cette boule familière que connaissent tous ceux qui, un jour, ont croisé des destins brisés. Elle voulut rassurer cet enfant, lui promettre que tout allait s'arranger, mais savait au fond d'elle que les réponses ne seraient ni simples ni immédiates. Pendant ce temps, dans un coin lointain de la ville, Alexis, le visage marqué par la panique et la fatigue, se démultipliant entre chaque minute qui passait, recevait déjà les premières alertes. La garderie avait signalé la disparition de Léa, une enquête discrète était en cours, et la police commençait à fouiller le quartier, alertée par une voisine inquiète qui avait aperçu une fillette solitaire errant près de la rue principale. Chaque seconde semblait s'étirer, suspendue dans un cauchemar éveillé où Alexis se voyait incapable de protéger celle qu'il aimait plus que tout. Son cœur battait à un rythme effréné, sa respiration saccadée trahissait un mélange d'angoisse et de culpabilité. Comment avait-il pu oublier l'essentiel? Comment, dans sa course effrénée vers le succès, avait-il laissé sa fille seule, affamée et perdue dans une ville immense, sans même le savoir? Chaque pas qu'il faisait le ramenait douloureusement à cette vérité qu'il avait toujours évitée, l'argent n'achète pas l'amour, la présence ni la sécurité. Clara, elle, regardait Léa avec tendresse et détermination. Cet enfant méritait mieux que l'indifférence, mieux que les silences pesants et les absences répétées. Alors, elle prit une décision, peut-être inconsciente, mais sincère et pleine d'espoir, elle allait rester auprès de cette petite, la protéger, au moins le temps qu'Alexis la retrouve. La serveuse se rapprocha, déposa une couverture sur les épaules de Léa, comme pour lui offrir une armure contre ce monde qui semblait parfois si dur, si injuste. Mais alors que l'après-midi s'étirait, une cliente assidue du café, une femme âgée au regard vif, remarqua la fillette seule et appela doucement Clara pour lui glisser à l'oreille, « Cet enfant, elle ressemble à la petite Dumas, vous savez, la fille du millionnaire dont tout le monde parle. C'est probablement elle. » Clara sentit un frisson parcourir son échine, comprenant que cette histoire était loin d'être ordinaire et qu'elle se trouvait au cœur d'un drame plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Alexis arriva enfin, haletant, le visage marqué par la peur et la fatigue extrême, traîné par 2 policiers qui avaient localisé Léa grâce au signalement. Il entra dans le café comme une tempête, ses yeux balayèrent la pièce à la recherche de la silhouette familière, et lorsqu'il la vit, là, calme, protégée par Clara, un torrent d'émotions l'envahit. Larmes, remords, gratitude, colère, tout se mêlait dans son regard embué, dans son souffle court. Il s'approcha lentement,
comme s'il avait peur que ce moment ne soit qu'un mirage. Mais ce qui aurait dû être un simple soulagement se transforma rapidement en un choc violent, la vue de sa fille nourrie et apaisée par une inconnue, alors que lui, dans son monde de luxe et de pouvoir, avait failli à son rôle de père, fit naître en lui un torrent d'émotions contradictoires, mélange de honte profonde et d'une reconnaissance mêlée d'étonnement. Clara, de son côté, se tint droite, digne, consciente du poids que cette rencontre représentait, prête à affronter les regards, à expliquer sans excuse, avec sincérité, que son geste n'était que celui d'un cœur humain face à la détresse d'un enfant. Pourtant, un mur invisible semblait se dresser entre elle et Alexis, un mur fait de différences sociales, de préjugés et de malentendus qui, pour l'instant, paraissait infranchissable. Léa, malgré sa fatigue, refusa soudain de quitter Clara, s'accrochant à elle comme si elle avait enfin trouvé un refuge dont elle ne voulait plus se séparer. Ce simple acte, à la fois enfantin et chargé de sens, bouleversa Alexis bien plus qu'il ne l'aurait cru possible, provoquant en lui une prise de conscience aiguë. Il avait échoué là où rien ne pardonne, dans ce qui est pourtant la plus belle et la plus sacrée des responsabilités, celle d'aimer et de protéger son enfant. Alors que la tension montait dans ce petit café devenu le théâtre d'un drame intime, les mots durs laissèrent place à un silence lourd de promesses et de non-dits, une attente suspendue où chacun savait que cette rencontre, loin d'être fortuite, était l'amorce d'un changement profond, d'un chemin difficile mais nécessaire vers la réparation et la rédemption. Et c'est dans ce moment, à la fois fragile et décisif, que l'on comprit que la véritable histoire ne faisait que commencer, que les larmes qui allaient couler ne seraient pas celles de la douleur seule, mais aussi celles de l'espoir, d'un avenir réinventé, au-delà des apparences, au-delà des différences, dans la lumière douce d'un nouveau départ. Lorsque les portes du petit café s'ouvrirent brusquement sous l'arrivée précipitée d'Alexis, escorté par les policiers qui avaient suivi ses instructions, un silence lourd et presque solennel s'abattit sur la pièce où la lumière tamisée semblait soudainement plus froide, plus pesante, comme si le temps lui-même retenait son souffle devant cette confrontation inévitable. Alexis, le visage livide, marqué par la peur, la fatigue et un désespoir qu'il ne savait plus dissimuler, marchait d'un pas hésitant, presque tremblant, vers l'enfant qui, paisible et protégé dans les bras de Clara, semblait étrangement à sa place, comme si ce refuge inattendu était devenu le seul véritable havre de sécurité qu'elle ait connu. Leurs regards se croisèrent, celui d'Alexis chargé d'une culpabilité insondable et celui de Léa, doux mais empreint d'une méfiance naïve, témoin silencieux de l'abandon qu'elle avait subi. Ce choc visuel fut accompagné d'une tempête intérieure chez le père, un déferlement d'émotions contradictoires où se mêlait l'amour déchirant pour sa fille, la honte profonde d'avoir failli à son rôle et une colère sourde envers lui-même, ce père absent qui, malgré tout son argent et son pouvoir, avait laissé sa propre chair errer affamée dans la ville. Clara, debout face à Alexis, droite et ferme, ne scia pas sous le poids de ce regard. Il y avait dans ses yeux une dignité farouche, une honnêteté qui mettait à nu les mensonges silencieux que la société imposait aux différences de classe, à l'image que l'on voulait projeter. Elle comprenait bien que ce riche homme d'affaires, habitué à commander, à imposer sa volonté sans opposition, vivait ce moment comme un affront personnel, une blessure à son ego et à son orgueil mal placé. Mais Clara ne voulait pas de confrontation stérile, elle voulait simplement que la vérité éclate, que la façade de perfection tombe enfin, et que le cœur d'Alexis s'ouvre à ce qu'il avait toujours fui. « Vous ne comprenez pas » lança Alexis, la voix brisée, les mains tremblantes, tandis que ses yeux tentaient de percer le mystère de cette femme qui, sans rien lui demander, avait pris soin de sa fille. « Je travaille pour elle, pour lui offrir tout ce qu'elle mérite. Comment avez-vous pu penser que j'étais capable de la laisser seule, affamée ?» Clara le regarda, ses prunelles brillantes d'une compassion mêlée d'amertume, avant de répondre avec calme mais fermeté, « Ce n'est pas une question de ce que vous pouvez offrir avec votre argent, monsieur Dumas, c'est une question de ce que vous lui donnez avec votre présence, avec votre cœur. » Léa n'avait pas besoin d'un plat de luxe, elle avait besoin de son père. Et ce père, ce n'est pas vous quand vous êtes absent. Ces paroles, simples et lourdes de sens, frappèrent Alexis en plein cœur, comme un coup de poing invisible qui le laissa sans voix, tremblant sous le poids de sa propre défaite. Il sentit ses genoux faiblir, ses mains chercher désespérément une encre dans ce tourbillon d'émotions qui l'engloutissait. Son regard se posa alors sur Léa, serrant doucement Clara comme pour retenir un souffle de sécurité, et il comprit que cet enfant, si fragile et pourtant si forte, était devenu le miroir impitoyable de ses manquements. La tension monta d'un cran lorsque Léa, d'une voix tremblante mais résolue, prit la parole, brisant le silence lourd qui s'était installé. « Papa, je ne veux pas partir. Clara m'a aidé quand tu n'étais pas là. Elle est gentille. Elle m'a donné à manger quand j'avais faim. Elle ne m'a pas oublié. » Ces mots, aussi simples qu'ils fussent, résonnèrent comme un verdict implacable dans la pièce,
déclenchant une onde de choc émotionnel qui fit vaciller Alexis, déchiré entre le désir de reprendre sa fille et la peur de perdre à jamais ce lien fragile qu'elle avait tissé avec Clara. Cette déclaration inattendue fit naître une dispute silencieuse mais féroce entre Alexis et Clara, une lutte sourde entre deux mondes qui s'entrechoquaient violemment, d'un côté, la richesse froide et le pouvoir presque absolu d'un père qui voulait tout contrôler, de l'autre, la modestie chaleureuse et l'humanité brute d'une femme qui, malgré sa condition modeste, incarnait la véritable figure protectrice et aimante. Chacun portait en lui ses blessures, ses doutes, ses espoirs déçus, mais aucun ne semblait prêt à céder, prisonnier de ses certitudes et de ses peurs. Alexis, en proie à un tumulte intérieur dévastateur, sentit les larmes monter, des larmes qu'il avait longtemps refoulées, des larmes de regret, de honte, mais aussi d'amour infini. Il regarda Clara avec une sincérité désarmante, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il posait un regard vrai sur un être humain sans masque ni barrière sociale. « Vous avez raison, » murmura-t-il, la voix cassée par l'émotion, « j'ai tout donné pour mon travail, pour bâtir un avenir, mais j'ai oublié l'essentiel. Je vous demande pardon, à vous, à Léa, et surtout à moi-même. » Clara, touchée par cette confession brutale, sentit ses défenses s'effondrer peu à peu, ouvrant une brèche dans la barrière de méfiance qui la protégeait. Pourtant, la route vers la réconciliation restait longue, semée d'embûches, car Alexis devait affronter non seulement ses propres démons, mais aussi ceux que la société et ses responsabilités avaient placés sur son chemin. Cette soirée, dans ce petit café qui avait vu naître une histoire improbable, allait marquer le début d'une transformation, douloureuse et nécessaire, où la richesse ne suffirait plus à masquer les absences. Au moment où Alexis s'apprêtait à prendre Léa dans ses bras, prêt à refermer cette parenthèse d'angoisse, un bruit sourd attira leur attention, la porte du café s'ouvrit à nouveau, laissant apparaître un homme au regard sombre et déterminé, dont la présence glaciale fit instantanément tomber le silence. Alexis sentit son cœur se serrer, une peur nouvelle s'insinua en lui, tandis que Clara échangeait un regard inquiet avec la serveuse qui venait de le prévenir. Cet homme, visiblement connu de Clara, était porteur d'une nouvelle inattendue, un secret que personne n'avait prévu et qui risquait de tout bouleverser une fois de plus. Le visage d'Alexis, déjà marqué par la fatigue et l'émotion, se durcit tandis qu'il fixait cet intrus avec une méfiance croissante, conscient que sa vie, tout comme celle de sa fille et de Clara, venait d'entrer dans une zone d'ombre qu'il n'était pas prêt à affronter. L'instant suspendu où leurs regards se croisèrent annonçait que le combat, loin d'être terminé, ne faisait que commencer, et que les cicatrices du passé allaient ressurgir avec une force décuplée. Alors que l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable, d'un poids d'incertitude et de non-dit, Léa serra la main de Clara, comme pour puiser dans cette présence une force nouvelle, tandis qu'Alexis, le souffle court, réalisait que le chemin de la réparation serait semé d'embûches bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé, prêt à affronter ses démons, mais incapable pour l'instant de deviner à quel point cette nuit allait changer à jamais leur destin à tous. Les jours qui suivirent cette nuit pleine de révélations furent pour Alexis comme une plongée profonde dans les abysses de lui-même, un voyage éprouvant où chaque pensée, chaque geste, chaque décision devenait un combat entre ce qu'il avait été et ce qu'il voulait devenir. L'homme d'affaires, habitué à dominer le monde des chiffres, des contrats et des stratégies, se retrouva soudain face à la vérité la plus simple et la plus cruelle, aucun tableau Excel, aucune victoire financière ne pourrait jamais réparer ce que le temps et l'absence avaient creusé dans le cœur fragile de sa fille Léa. Pourtant, au fond de ce chaos intérieur, une lumière naissante commença à briller, fragile mais tenace, un espoir que la rédemption était possible, que l'amour, enfin, pourrait reprendre sa place. La première fois qu'Alexis prit le temps de s'asseoir réellement avec Léa, ce ne fut pas dans un décor luxueux ni lors d'une sortie soigneusement planifiée, mais dans la simplicité d'un après-midi où, pour la première fois depuis longtemps, il la regarda vraiment, sans distraction, sans téléphone, sans réunion. Assis sur le petit canapé du salon, il écouta sa voix timide raconter des histoires d'enfants, des rêves d'étoiles et des peurs nocturnes qu'il avait toujours ignorées, convaincu à tort que son rôle se limitait à assurer un avenir matériel confortable. Ce jour-là, dans ces instants volés, Alexis comprit que la présence, la vraie, le regard partagé, les mains tendues, était le trésor que sa fille cherchait depuis toujours. Mais la route vers cette renaissance ne fut pas simple ni linéaire. Alexis dut apprendre à descendre de son piédestal, à laisser tomber les masques et les armures accumulées pendant des années d'isolement émotionnel. Les nuits blanches succédèrent aux journées de travail allégées, les silences lourds de remords cédèrent la place aux paroles sincères, même maladroites, où le père et la fille bâtissaient peu à peu une complicité nouvelle, fragile comme un bourgeon au printemps, mais promise à éclore. Clara, quant à elle, devint peu à peu une présence incontournable, non plus seulement la serveuse au grand cœur, mais une alliée précieuse, un pont entre deux mondes que tout semblait séparer mais que l'amour pouvait réunir.
Ce fut Alexis qui, un soir d'hiver, prit l'initiative de proposer à Clara de travailler ensemble sur un projet qui leur tenait à cœur, créer un programme de repas gratuits pour les enfants en difficulté du quartier, une manière concrète de transformer la douleur passée en espoir partagé. Clara, surprise et émue, accepta avec une humilité sincère, consciente que cette collaboration était plus qu'un simple engagement social, c'était le début d'une alliance entre deux âmes blessées mais résolues à changer leur monde. Leur réunion, au début formelle, devint rapidement des échanges passionnés où se mêlaient idées, rires et rêves d'un avenir meilleur pour les enfants oubliés. Parallèlement, Alexis réorganisa son emploi du temps, réduisit ses déplacements et ses responsabilités au sein de l'entreprise, conscient que son rôle de père devait primer sur tout le reste. Chaque matin, il accompagnait Léa à l'école, chaque soir, il partageait avec elle un dîner simple, souvent préparé ensemble, où la richesse n'était plus dans les mets raffinés mais dans la chaleur humaine qui emplissait la pièce. Léa, épanouie, retrouvait peu à peu la confiance et la joie d'être aimée, tandis qu'Alexis redécouvrait, avec émerveillement, les joies simples d'un foyer animé par le rire d'un enfant. Mais au-delà de cette transformation intime, c'était une leçon plus universelle qui se dessinait, une vérité intemporelle et profonde, la richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en moments partagés, en regards échangés, en gestes d'amour, aussi petits soient-ils. Alexis, dans son humilité retrouvée, comprit que ses larmes versées ce jour-là, au café, n'étaient pas simplement celles d'un père affligé, mais celles d'un homme qui renaissait, prêt à affronter les défis de la vie avec un cœur ouvert. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur les toits de Paris, enveloppant la ville d'un silence presque sacré, Alexis, Léa et Clara se retrouvèrent autour d'une table modeste mais illuminée par la tendresse partagée. La lumière vacillante des bougies projetait sur leurs visages des ombres douces, tandis que Léa racontait une histoire inventée, pleine de dragons et de princesses courageuses, de héros improbables et de fins heureuses. Alexis écoutait, le cœur gonflé d'une émotion qu'il n'avait jamais connue, sentant que chaque instant était un cadeau précieux, une pierre posée sur le chemin d'une vie nouvelle. Alors qu'il regardait sa fille s'endormir paisiblement, blotti contre Clara, il sentit monter en lui une gratitude infinie, une promesse silencieuse de ne jamais plus laisser le vide s'installer entre eux. Il comprit, enfin, que le véritable héritage qu'il pouvait léguer à Léa n'était pas son nom ni sa fortune, mais cet amour sincère et inébranlable qui, malgré les tempêtes, restait le phare dans la nuit. Les étoiles brillaient au-dessus de Paris, comme des témoins silencieux de cette renaissance, et Alexis, dans un souffle à peine audible, murmura ces mots qui résonnaient bien au-delà de la pièce, « Ce n'est pas l'or qui construit les ponts, c'est le cœur. » Et dans ce murmure, il y avait toute la force d'un homme transformé, la beauté fragile d'un père enfin éveillé, prêt à écrire, avec Léa et Clara, un chapitre nouveau, où l'amour triomphait de toutes les absences. Ainsi s'achevait cette histoire, non pas comme une fin, mais comme un commencement, celui d'une vie réconciliée, d'une lumière retrouvée dans l'obscurité, d'un espoir à jamais gravé dans le cœur de ceux qui savent que, parfois, il suffit d'un simple geste, d'un repas partagé, d'une main tendue pour changer un destin, pour guérir des blessures invisibles, et pour faire naître, là où il n'y avait que douleur, la promesse d'un avenir meilleur. Le printemps s'annonçait doux cette année-là. Les arbres le long de la Seine bourgeonnaient timidement, comme si la nature elle-même hésitait à s'épanouir trop vite, craignant peut-être que les blessures de l'hiver n'aient pas encore totalement cicatrisé. Dans ce renouveau délicat, la vie d'Alexis semblait elle aussi retrouver un équilibre fragile mais sincère, comme une plante que l'on croyait morte et qui, contre toute attente, fleurissait à nouveau. Léa riait plus souvent désormais. Ses yeux, autrefois si souvent embués d'une tristesse muette, pétillaient à nouveau à la moindre blague, au moindre jeu partagé avec son père ou Clara. Alexis, quant à lui, apprenait. Chaque jour, il découvrait à quel point il avait ignoré les langages silencieux de l'amour, une caresse sur les cheveux avant le coucher, un dessin colorié ensemble, une histoire inventée avant de dormir. Il n'était plus l'homme d'affaires inaccessible, il était devenu un père vrai, vulnérable, attentif, imparfait mais présent. Clara, elle, s'était intégrée naturellement dans leur quotidien. Si au début elle gardait ses distances, par pudeur ou par prudence, elle avait fini par céder à l'appel du lien naissant. Sans le dire, elle était devenue la présence rassurante, l'épaule discrète mais solide sur laquelle Alexis pouvait s'appuyer. Et si leurs regards s'attardaient parfois plus longtemps qu'avant, ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer ce qu'ils ressentaient. Mais c'est souvent lorsque tout semble se reconstruire que le passé, tel un prédateur patient, frappe de nouveau. Un soir de mai, alors que Clara refermait la porte du petit café où elle travaillait encore à mi-temps malgré ses projets avec Alexis, une silhouette familière l'attendait sur le trottoir, adossée à un lampadaire. L'homme, grand, les traits tirés, les yeux pleins d'une rancune mal dissimulée, s'approcha sans un mot.
Son prénom glissa de ses lèvres comme une gifle, Clara. C'était Marc. L'homme qu'elle avait aimé autrefois. L'homme qu'elle avait fui. Celui dont elle avait tenté d'effacer les traces pour se reconstruire. Il tenait une enveloppe dans la main, épaisse, froissée, qu'il lui tendit sans cérémonie. Tu croyais que tu pouvais tout oublier? Tu croyais que ce passé-là ne reviendrait jamais te hanter? Lis. Et pense à ce que tu risques de perdre. Clara, tremblante, saisit l'enveloppe, un nœud douloureux au creux du ventre. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses mains se mirent à trembler davantage, des papiers officiels, des extraits de son ancien dossier judiciaire, celui qu'elle croyait scellé à jamais. Une erreur de jeunesse, une mauvaise décision, une accusation injuste mais qui avait suffi à salir son nom pendant des années. Marc avait gardé les preuves. Il savait. Et il menaçait. Ce type, le père de la gamine. Tu crois qu'il te fera confiance quand il saura ça, ajouta Marc, un rictus cruel aux lèvres. Ce soir-là, Clara ne dormit pas. Le lendemain, elle n'alla pas au café. Elle ne répondit pas aux appels d'Alexis. Son silence inquiéta Léa, qui ressentit aussitôt l'absence comme une blessure ouverte. Alexis, d'abord patient, finit par frapper à sa porte, inquiet, insistant. Lorsqu'elle ouvrit enfin, les yeux rougis, le visage défait, il comprit que quelque chose s'était brisé. Clara voulut parler, tout expliquer. Mais Alexis, brusqué par la découverte, par les documents qu'elle lui tendit sans mot dire, resta figé, déchiré entre l'instinct de protection pour sa fille et le lien fragile mais sincère qu'il avait construit avec cette femme. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, la voix pleine d'un mélange de douleur et d'incompréhension. « Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme une erreur, comme un passé honteux. Parce que je voulais être cette main tendue pour Léa, pas un poids de plus dans votre vie. » Le silence qui suivit fut long, tendu, insupportable. Mais Léa, dans sa sagesse d'enfant, posa une main sur celle de Clara, comme pour trancher à la place des adultes. « Tu es gentille, Clara. Tu es ma famille aussi. » Et dans ces mots, Alexis comprit. Il comprit que la perfection n'était pas ce que cherchait sa fille. Que la vérité, même douloureuse, était toujours préférable au mensonge. Que Clara, malgré son passé, avait été là quand lui ne l'avait pas été. Que personne ne mérite d'être jugé uniquement sur ce qu'il a été, mais plutôt sur ce qu'il décide de devenir. Alors, sans un mot de plus, il déchira les papiers. L'un après l'autre. Et les laissa s'envoler dans la brise légère du soir, comme on laisse partir les chaînes du passé. Clara pleura. Pas de peur, cette fois, mais de soulagement. Car dans ce geste, il y avait un pardon. Et une promesse. Le chemin ne serait pas facile. Il y aurait encore des doutes, des moments d'incertitude. Mais ils le marcheraient ensemble, pas à pas. Non plus par hasard, mais par choix. Et peut-être, un jour, Léa, devenue grande, raconterait cette histoire à ses propres enfants. L'histoire d'un homme riche mais pauvre de cœur, d'une serveuse au passé brisé, et d'une petite fille qui, sans le savoir, avait réuni deux âmes perdues pour bâtir un foyer où l'amour, enfin, était roi. Des années avaient passé. Le petit café de quartier, toujours fidèle à lui-même, avait changé de nom. Il s'appelait désormais le refuge de Léa. L'enseigne, peinte à la main, montrait une silhouette d'enfant tendant la main vers un oiseau en vol. C'était le dessin de Léa, encadré fièrement derrière la caisse. Une œuvre d'enfant, mais aussi une déclaration d'amour au lieu qui, jadis, avait accueilli son silence et sa faim avec tendresse. À l'intérieur, l'ambiance n'avait rien perdu de sa chaleur. Les murs, patinés par les rires et les larmes, respiraient la mémoire d'un miracle ordinaire. Les tables de bois usées accueillaient désormais bien plus que des clients, elles recueillaient des histoires, des retrouvailles, des secondes chances. Clara était toujours là. Elle servait un peu moins, dirigeait un peu plus, mais gardait le même sourire discret, celui qui avait un jour rassuré une petite fille affamée. À ses côtés, Alexis, les manches retroussées, préparait les menus avec une concentration paisible, loin des tableaux Excel et des chiffres froids. Il avait vendu son entreprise plus tôt, il l'avait confiée à ceux qui en avaient vraiment besoin, ses anciens collaborateurs, devenus actionnaires. Il n'avait rien perdu de sa fortune, mais avait troqué la puissance contre la présence. Et jamais il n'avait été aussi riche. Léa, maintenant âgée de 10 ans, dansait entre les tables comme une étoile filante. Sa voix chantonnait les airs qu'elle inventait, son rire résonnait dans tout l'établissement comme un rappel constant que l'enfance, quand elle est aimée, guérit tout.
Elle appelait Clara, maman Clara, depuis longtemps. Un jour, sans cérémonie, c'était venu tout seul, comme une évidence. Et Alexis n'avait pas corrigé. Il avait juste souri, les yeux brillants. Il n'y avait jamais eu de mariage en grande pompe, pas d'annonce publique ni de flash d'appareil photo. Leur union s'était construite à la manière des choses solides, lentement, patiemment, avec des gestes sincères, des regards qui en disaient long, des silences partagés autour d'un thé chaud. Chaque mois, ils organisaient des repas gratuits pour les familles dans le besoin. Alexis ne parlait plus d'investissement ou de rendement. Il parlait de rencontres, de chaleur humaine, de deuxième chance. Parfois, ils racontaient leur histoire à de jeunes parents perdus, pas pour se mettre en valeur, mais pour leur dire que même l'orgueil peut s'incliner devant l'amour. Un soir d'été, alors que la lumière dorée baignait les pavés de la rue, Léa s'installa entre Clara et Alexis, un carnet à dessin sur les genoux. Elle griffonnait des portraits. Elle s'inspira d'eux, de leur complicité tranquille. Elle leva les yeux vers son père et lui dit doucement. « Tu te souviens, papa, quand je m'étais perdu ?» Alexis se figea un instant. Puis il sourit, un sourire doux, plein de mémoire. « Je crois que ce jour-là, on s'est tous retrouvés. » Clara glissa sa main dans la sienne. Un oiseau chanta sur le rebord de la fenêtre. Paris vibrait, mais dans ce petit coin tranquille, le monde semblait suspendu. Et dans les yeux de Léa, on pouvait lire une vérité simple, les blessures peuvent guérir, les silences peuvent devenir musique, et parfois, il suffit d'un café, d'une assiette chaude, d'un regard sincère, pour tout recommencer. Le bonheur, au fond, n'était pas dans les grands gestes. Il était là, dans le goût des jours simples. Et c'est ainsi que se refermait cette histoire, ou peut-être qu'elle ne faisait que commencer.